Cette émission est la première d'une série de 4 émissions qui raconteront l'aventure humaine commencée il y a 1 million d'années. L'histoire de l'humanité est semblable à celle d'un homme. Quand il a disparu, rien ne reste de lui s'il n'a pris soin de laisser son empreinte sur la pierre des chemins. L'homme préhistorique ne nous a laissé que des messages tronqués, quelques pierres taillées, quelques os gravés, des peintures sur les parois des cavernes, mais rien qui nous permette d'interpréter ces signes sans y faire entrer une part de nous-mêmes. Ce dialogue pourtant impossible, un homme, un savant, a tenté de l'instaurer, M. Leroi-Gourhan, professeur au Collège de France. Il applique dans une recherche difficile un esprit de rigueur dont il ne veut pas se départir. Quand on fait de la préhistoire, il faut laisser derrière soi le plus possible ses propres pensées, ses concepts, dit-il. Et il ajoute, il faut beaucoup d'imagination pour pouvoir être rigoureux. L'homme préhistorique est la résultante de milliers de générations dont nous nous faisons aujourd'hui une image unique. Il est abusif de parler de l'homme préhistorique comme si durant les centaines de milliers d'années où il s'est fait, et à travers des dizaines de milliers de générations, il n'y avait eu ni évolution, ni changement. Ce que nous voudrions éclairer ce soir, c'est cette période appelée préhistoire, qui est un terme vague, qui désigne en bloc tout ce qui s'est écoulé depuis le premier être à station droite, jusqu'au moment où l'écriture projette une lueur vague sur la pensée humaine. Les géologues estiment l'âge de la Terre à 4,5 milliards d'années. 4 500 millions d'années. L'homme apparaît 4 499 millions d'années après. Si l'on ramène la durée des temps géologiques à 1 année, l'ère quaternaire, pendant laquelle va se dérouler l'aventure humaine, ne représente que l'unique dernière heure du 31 décembre. Ni l'ère primaire qui a duré 400 millions d'années, ni l'ère secondaire qui a duré 150 millions d'années, et connu les dinosaures et autres monstres, ni l'ère tertiaire qui a duré 70 millions d'années et qui a vu les grands bouleversements géologiques que furent la naissance des grandes chaînes montagneuses, l'Himalaya, les Alpes, la cordillère des Andes, n'ont connu l'homme. C'est au début du quaternaire qu'il apparaît, ou du moins un animal à station droite, il y a de cela 1,5 million d'années. Les images que vous voyez défiler sous vos yeux depuis un instant sont très contestables. Elles font partie de la somme de représentations d'idées reçues auxquelles il est difficile d'échapper dès qu'il s'agit de préhistoire. Je dirais même que le spectateur pour qui est faite cette émission a la tête remplie d'idées fausses et qui sont le plus souvent corroborées, renforcées par des livres, des revues, des films. Le nombre d'idées reçues et leur qualité est parfois des plus douteuses et on a l'impression d'être resté au niveau de ce que disait Lucrèce dans De la nature, vous savez. Alors vivait dans les campagnes une race d'hommes beaucoup plus durs, comme devaient l'être des créatures sorties de la dure terre. Race dont les os, plus grands et plus solides, formaient la charpente, dont les chairs étaient reliées par de forts tendons, et qui ne redoutait guère l'emprise ni du froid, ni du chaud, ni la nouveauté de la nourriture, ni l'atteinte de la maladie. Durant de nombreuses révolutions du soleil à travers le ciel, ils prolongeaient leur vie vagabonde semblable à celle des bêtes. Point de robustes laboureurs pour diriger la charrue recourbée, personne ne savait retourner la terre à l'aide d'un soc de fer, ni planter dans le sol de jeunes pousses encore tendres, ni retrancher avec la serpe les branches mortes des grands arbres. Ce que le soleil et les pluies leur donnaient, ce que la terre produisait spontanément était un présent suffisant pour contenter leur cœur. Le gland du chêne composait le plus souvent toute leur nourriture. Et ils ne savaient encore ni traiter les objets par le feu, ni utiliser les peaux de bêtes et se vêtir de ses dépouilles. Mais les bois, les cavernes des montagnes, les forêts étaient leur demeure. Et c'est au milieu de branchages qu'ils abritaient leurs membres rudes et sales, afin d'éviter les coups cinglants des vents et de la pluie. Incapables d'envisager le bien commun, ils n'avaient ni coutume ni loi pour régler leurs rapports, mais chacun emportait la première proie que la fortune lui offrait, instruit qu'il était à vivre et à user de sa force à sa guise et pour lui-même. Et Vénus, dans les bois, acouplait les amants. Toute femme, en effet, cédait soit à son propre désir, soit à la violence brutale de l'homme, et sa passion impérieuse, soit à l'appât de quelque gain, gland, arbouze ou poire choisie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ce texte est évidemment très émouvant, mais il est absolument inexact. Sinon par le fait que
les anciens avaient tout de même une certaine notion de l'existence d'un âge sans métal. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a de vrai là-dedans, car l'homme, aussi loin qu'on puisse remonter dans son passé, apparaît comme un être déjà socialisé à un haut degré et en possession d'un outillage de pierre grossier dans les débuts, il est vrai, mais qui devait être particulièrement efficace. Sur le fait qu'il vivait au milieu des bois et qu'il s'abritait sous les arbres a pu être vrai dans certains cas, mais on commence à posséder maintenant des témoignages d'habitations construites, de tentes ou de huttes de branchage, construites dans des temps où on n'aurait pas osé, il y a 10 ans, seulement l'imaginer. À quel temps à peu près? Eh bien, on soupçonne les australopithèques ou les zingianthropes d'avoir eu déjà des abris. Excusez-moi, les zingianthropes, c'est quelle époque par rapport, disons, à... 1,5 million d'années au minimum. Avant de poursuivre cet entretien, peut-être conviendrait-il de préciser dans quelle période va se situer la recherche de ce passé. Il est difficile d'imaginer la vie et l'existence de l'homme d'il y a 1,5 million d'années. Voyons donc, d'abord, à l'intérieur de l'ère quaternaire, les grandes subdivisions qui nous permettront de mieux comprendre son développement. Cette ère quaternaire se subdivise en 3 périodes: le paléolithique inférieur, le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur. L'homme qui vit aux confins du tertiaire et du quaternaire est le zingianthrope, il y a de cela 1,5 million d'années. L'homme qui vit au paléolithique inférieur est le pithécanthrope, il y a de cela moins de 100 000 ans. L'homme qui vit au paléolithique moyen est l'homme de Néandertal, il y a de cela environ 100 000 ans. L'homme qui vit au paléolithique supérieur est l'homme de Cro-Magnon, appelé souvent aussi l'Homo sapiens. Il y a de cela moins 30 000 ans. Comment pouvez-vous dater ces choses-là avec presque autant de certitude? Eh bien, pour la datation rapprochée, c'est-à-dire pour les 20 000 ans qui nous séparent des hommes qui vivaient au temps de l'homme de Cro-Magnon, on possède les mesures de radioactivité du carbone. Le carbone radioactif contenu dans les ossements ou dans les charbons de bois ou les charbons d'os, les coquilles, enfin toute matière qui a été vivante contient du carbone radioactif, du carbone 14 fixé au moment de sa mort. Et on arrive à mesurer, avec une approximation souvent très faible, qui ne dépasse pas 500 ans pour 20 000 par exemple, on arrive à mesurer la date à laquelle les animaux ou les charbons ont été brûlés ou bien où les animaux sont morts après avoir été tués à la chasse. Et le carbone 14 subsiste même pendant des millions d'années? Non. Non, justement, il y a là un problème, car on a d'autres isotopes, comme le potassium-argon, qui permettent des mesures à partir de 500 000 ans, 1 million d'années, et en reculant de plus en plus. On est assez bien pourvu de ce côté-là. Mais il y a un trou entre les dates les plus récentes qu'on puisse mesurer au potassium-argon et les dates les plus anciennes qu'on puisse mesurer au carbone 14. Ce trou va de quelle année à quelle année? Bien, en gros, de 40 000 avant notre ère jusque vers 500 000 par là. C'est-à-dire qu'il y a une grande période du paléolithique qui reste... Qui échappe à la chronologie absolue. Mais il faut se rendre compte que c'est déjà un résultat extraordinaire de pouvoir dater jusqu'à 40 000 avant notre ère, car cela fait entrer d'un seul coup toute la préhistoire de l'Homo sapiens, c'est-à-dire de notre propre personnalité, dans le champ de l'histoire.
Bien sûr, ce qu'il nous faut toujours éviter, c'est une image facile de ces temps-là, ne serait-ce Oui. que parce que l'imagination est fertile et que nous sommes tous à la recherche de notre passé. Oui, Non? et puis il est très difficile de concevoir une évolution qui se fasse à la vitesse à laquelle elle s'est faite à ce moment-là. Lorsque nous en serons à parler des temps où apparaît l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, nous tomberons dans des durées concevables, alors que l'évolution des injanthropes ou des pithécanthropes, c'est quelque chose qu'il faut placer à l'échelle des dizaines de millénaires. Et il est presque inconcevable que des créatures anthropiennes, c'est-à-dire humaines, aient pu vivre aussi longtemps sans évoluer ni dans leur physique, ni dans leur outillage, autrement qu'avec une durée absolument effarante. Lucrèce lui ajoute « Quant aux divers sons du langage, c'est la nature qui poussa les hommes à les émettre, et c'est le besoin qui fit naître le nom des choses. À peu près comme nous voyons l'enfant amené par son incapacité même de s'exprimer avec sa langue, à recourir au geste qui lui fait désigner du doigt les objets présents. Chaque être a en effet le sentiment de l'usage qu'il peut faire de ses facultés. Avant même que les cornes aient commencé à poindre sur son front, le veau irrité s'en sert pour menacer son adversaire et le poursuivre tête de PC. » Ça vous fait sourire, monsieur? Oui, ça me fait sourire parce que c'est le point le plus élevé où l'on pouvait atteindre dans la connaissance de l'homme dans l'Antiquité, en un temps où l'épaisseur géologique de la vie terrestre était complètement incompréhensible et incomprise. Jusqu'au XIXe siècle, tout au moins jusqu'au XVIIIe, on ne mesurait que par quelques milliers d'années l'existence du globe. Et on est obligé, dans une perspective comme celle de Lucrèce, de considérer l'homme comme étant né tel qu'il est à l'heure actuelle. On n'avait aucune idée sur les formes antérieures à l'homme, sur ces créatures qui marchaient debout il y a déjà plus d'1 million d'années et qui pourtant avaient des faces plutôt plus proches peut-être de celles du singe que de la nôtre. Et c'est pourquoi ce texte me fait sourire et me paraît complètement inexact. Pourra-t-on un jour se prononcer, avait-il un langage ou non? Il n'y a pas de raison vraiment profonde à refuser, même aux australopithèques, un langage qui est à la dimension de leurs outils, à la mesure de leur outillage, c'est-à-dire quelque chose qui devait être très fruste, qui nous paraîtrait à peine un langage à nous à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain point dans l'évolution, on n'est plus en présence de signaux émis sous l'effet de stimuli extérieurs, mais de mots proprement parlés, d'éléments de vocabulaire ou des interjections qui peuvent être reproduites en dehors de tout stimulus extérieur, comme par exemple dans une narration où l'individu répète les phases d'un combat, par exemple. Et c'est une différence qui est énorme, exactement. Et c'est encore une des choses qui m'avait frappé il y a déjà bien longtemps, c'est ce parallélisme possible entre le langage et l'outil. Car il y a une distance égale entre le signal animal et la parole humaine, qu'il en existe une, entre le bout de bois ou la pierre qu'un singe saisira accidentellement et le premier caillou taillé par l'homme dans l'intention de couper. Il n'y a pas de parole accidentelle. Il n'y a pas de parole accidentelle. Je veux dire qu'on se figure toujours d'une façon assez arbitraire, le premier homme émettant un son, étant étonné de l'avoir émis, et puis le reprenant. Oui, mais alors, vous êtes plein dans Lucrèce, car le premier homme n'existe pas, c'est une abstraction. D'abord, il y avait, si menu on puisse imaginer son origine, elle est fondée dans une collectivité déjà. Et par conséquent, les moyens de communication propres aux individus
dans les groupes humains les moins évolués, c'est-à-dire ceux qui ont pu exister il y a plus d'1 million d'années, la communication était d'un ordre comparable, mais non pas assimilable à celui des troupes de chimpanzés, par exemple, qui échangent leurs signaux. Mais alors votre réflexion à propos du langage vous amène à penser comment, à votre avis, a pu naître le langage? Mais il est né en plusieurs dizaines de milliers, sinon en plusieurs millions d'années, de l'évolution physique, de l'évolution du cerveau et de l'évolution de tout le corps des ancêtres de l'homme. C'est un phénomène. Il est très difficile en paléontologie, et Teilhard de Chardin l'avait déjà fait ressortir. Le point d'origine est très difficile à fixer, il est hors de notre accès. Et on est obligé, c'est exactement comme lorsque dans des temps plus récents, on parle de l'invention de l'agriculture. Or, l'agriculture n'a pas été inventée. Elle est née avec certaines formes sociales, progressivement à partir de la cueillette. Comme le langage est sorti progressivement des signaux animaux. Il est sorti progressivement des signaux animaux, mais qu'est-ce qui a fait que donc cet animal privilégié bipède a-t-il pu à un moment donné émettre des sons reconnaissables les uns par rapport aux autres pour ses semblables? Ça, malheureusement, depuis Rabelais, les paroles ne se fossilisent plus et nous ne retrouvons pas des mots congelés de l'homme préhistorique. De sorte que la matière linguistique nous échappe. Comment, entre les paroles gelées, Pantagruel trouva des mots de gueule? Le pilote fit réponse. Seigneur, ne vous effrayez de rien. Ici est le confin de la mer glaciale, sur laquelle il y eut, au commencement de l'hiver dernier, passé, une grosse et félonne bataille entre les Arismapiens et les Néphélibates. Alors gelèrent dans l'air les paroles et les cris des hommes et des femmes, les cliquetis des masses, les heurts des armures, les bardes, les hennissements des chevaux et tout autre tumulte de combat. À cette heure, la rigueur de l'hiver passé, à la venue de la sérénité et de la température du bon temps, elles fondent et sont entendues. Tenez, tenez, dit Pantagruel, en voici qui ne sont pas encore dégelés. Alors il nous jeta sur le tillac à pleine main des paroles gelées qui ressemblaient à des dragées perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés. Ceux-ci, après avoir été quelque peu chauffés entre les mains, fondés comme neige, et nous les entendions réellement, mais ne les comprenions pas, car c'était une langue barbare. À la base de tout, me semble-t-il, il y a l'acquisition de la station verticale. Et il a existé dès la fin de l'ère tertiaire, c'est-à-dire il y a peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions d'années, nous n'en savons rien, des primates qui disposaient déjà de la station verticale. Et l'acquisition de la station verticale, c'est du même coup la libération de la main et le report dans la main d'une partie des opérations faciales, c'est-à-dire des opérations qui étaient faites avec les dents antérieurement. C'est-à-dire que la main, tout d'un coup, se substitue à la mâchoire. Oui, mais tout d'un coup, c'est encore révélateur d'une vision moderne, d'une vision d'homme moderne. C'est tout d'un coup de la libération de la... Sur la naissance de la station verticale, nous ne savons encore rien. Nous saisissons chez les australopithèques d'Afrique du Sud, vers 1 million ou 1,5 million ou 2 millions d'années, les premières créatures que nous connaissions, mais qui sont déjà le fruit d'une très longue évolution, les premières créatures que nous connaissions qui aient eu une station parfaitement bipède.
Ces créatures... On en a découvert un exemple où? On en a découvert d'assez nombreux en Afrique du Sud, et puis au Tanganyika, on a les célèbres gisements d'Oldoway qui ont été fouillés par un chercheur anglais du nom de Leakey et qui ont fourni, entre autres, le crâne presque complet du zingianthrope, des fragments du bassin. Or, pour prouver la station verticale, il n'y a pas d'os qui soit plus parlant que le bassin. Et il a été démontré depuis bientôt une vingtaine d'années que les premiers éléments humains dont nous disposions, les premiers anthropiens, si vous voulez, pour se servir d'un mot un peu plus savant, les premiers anthropiens étaient déjà en possession de la station verticale, mais avec un cerveau 3 fois plus petit que le nôtre et une denture qui commence à ressembler à la denture humaine. Et alors, leurs mains étaient libres et comme caractère corrélatif, on a trouvé des outils taillés, des galets éclatés avec plusieurs coups pour ménager un tranchant. Leurs mains étaient libres, ça signifie qu'elles ne concouraient plus à la marche, comme celle des singes. Exactement. Seulement, les singes ont préparé très, très lointainement la voie, peut-être dès le début de l'ère tertiaire, la voie à l'apparition de l'homme, en ce sens que ce sont des animaux qui sont contraints pour la marche dans les arbres à la préhension manuelle. Les singes se servent de leurs mains à la fois pour marcher et pour manger. Et puis, les premiers anthropiens verticaux ont cessé d'utiliser leurs mains pour la marche, et à partir de ce moment-là, l'outillage apparaît. La libération de la main joue un rôle fantastique. La main est chez nous le moteur de tout, en fait. Donc vous disiez que la main a aussi joué son rôle dans pratiquement l'apparition du langage. Eh bien, ça, c'est ce que j'ai essayé d'aborder dans un de mes travaux d'il y a quelques années. Je suis parti de l'hypothèse que dès l'instant où les territoires cérébraux qui commandent les mouvements conscients de la main et ceux de la langue, ou de la face, de façon générale, étaient des territoires contigus, il n'y avait pas beaucoup de raisons pour que langage et activité manuelle ne soient pas étroitement liés. Vous pouvez m'expliquer comment? C'est-à-dire que lorsqu'on examine l'enveloppe du cerveau humain, il y a dans les régions temporales moyennes et pariétales, c'est-à-dire dans tout ce secteur-ci, une zone de la motricité intentionnelle dans laquelle les centres d'activité de la main et ceux de la face sont mitoyens. Or, cette zone, au cours de l'évolution de l'homme, s'ouvre véritablement comme une sorte d'éventail. Elle se développe par rapport à ce qu'elle est chez les carnassiers ou chez les primates ordinaires, et ce développement a pour moteur la station verticale. C'est le développement de la station verticale qui a rendu possible l'accroissement en densité des cellules des régions motrices intentionnelles. Et la main, d'une part, la face de l'autre, ont été les territoires les plus favorisés dans ce mouvement. Ce qui fait que le langage tel que nous le concevons ne peut pas mécaniquement, enfin anatomiquement, exister dans un cerveau de singe. Et qu'est-ce qui permet le développement de cette zone privilégiée? Le fait qu'on ne se serve plus de une remise mâchoire? en équilibre, non, une remise en équilibre de tout l'édifice crânien qui se trouve être placé sur la colonne vertébrale et non pas en bout. C'est un crâne de quoi? C'est un crâne de femme. Qui date de quelle époque? Il remonte certainement à quelques siècles. C'est un crâne esquimau qui m'a été rapporté du Groenland, mais c'est un esquimau déjà très métissé. Il ne doit pas être très ancien. C'est pas une pièce de femme.
voyez, là, il faut un crâne d'animal. Et le crâne du cheval n'est pas à la proportion. On pourrait peut-être... Vous voulez que je vous aide? Non, parce que on est parti chercher un crâne de chien. Oh bien, il y a une notarie dans mon bureau. Je ne sais pas où elle est partie, alors peut-être. Il y a un crâne d'otarie sur la tablette de Nous parlions de l'acquisition de la station verticale et de la réduction concomitante de la face. Si vous considérez cet otarie qui est ici, vous voyez que le trou occipital est au bout du crâne. Là où se trouve le crayon. Là où se trouve le crayon, n'est-ce pas, la moelle épinière sort du crâne dans cette direction. Donc le crâne est porté en porte-à-faux au bout de la colonne vertébrale. Si vous prenez celui-ci, qui est un crâne d'homme, ou de femme plus exactement, vous voyez le trou occipital est en dessous et la moelle épinière a une direction verticale. Or, tout ce qui s'est passé, c'est au cours de l'évolution progressive des mammifères, un mouvement de bascule et le trou occipital se plaçant progressivement en dessous, la face a concurremment est rentré, a diminué et passé dans l'autre sens. De sorte que si nous essayons de dessiner les territoires du cerveau moyen de cet animal, nous aboutirions tout au plus à une simple ligne. Alors que sur le crâne de l'homme, j'aurais dû prendre une craie, nous avons l'ouverture en éventail comme ça. Oui, je comprends. Tout l'aboutissement de vos réflexions part, et je le remarque, de problèmes techniques très purs, enfin, en quelque sorte. C'est une conception matérialiste du développement de l'homme que vous avez? C'est une conception matérielle, disons. Et plus exactement, c'est la vision du technologue que je suis, et de l'historien des techniques, appliquée à l'anatomie et à l'évolution. Vous ne vous sentez pas gêné de tirer des conclusions aussi importantes de considérations technologiques ou techniques? Non, parce que l'évolution de l'homme et des animaux porte sur des phénomènes qui sont des phénomènes de mécanique et de technique. La sustentation au bout de la colonne vertébrale ou bien la station verticale, enfin le corps humain est une mécanique que l'on peut très bien étudier sous cet angle-là. Je ne vois pas quel genre d'autres attitudes on pourrait avoir qui soient véritablement objectives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est le développement du cerveau qui a permis la station debout, mais la station debout qui a permis le développement du cerveau. Les deux phénomènes sont parallèles, mais je crois que le phénomène prééminent, c'est la station verticale. Nous étions partis au sujet de la station verticale, c'était au sujet du langage. C'est-à-dire que libération de la main, libération de la face, création d'une zone qui s'étend privilégiée, et à ce moment-là... Eh bien, développement simultané des activités techniques et des activités verbales. C'est-à-dire que le cerveau commande à la fois le geste et la parole. Il m'a dit le langage de l'homme préhistorique de cette époque, donc je me replace environ 1 million d'années, ce n'est pas un langage tel que nous l'entendons, c'est une série de signes qui se permettent entre eux de se comprendre et éventuellement de... Mais qui peuvent être répétés volontairement et en l'absence d'un stimulus extérieur comme la peur, par exemple. Ou... C'est ça. Mais à partir de quel moment on peut faire la différence entre un langage et le langage de certains animaux évolués, enfin pas le langage, mais les signes qu'échangent certains animaux évolués aujourd'hui? Mais justement, ce qui fait la différence entre le langage et les signaux vocaux, c'est précisément le fait que le langage est constitué par des éléments qui peuvent être
utilisés comme des outils pour décrire une situation en dehors de tout stimulus extérieur. Pouvoir raconter sa peur ou sa faim, c'est tout à fait différent de crier ou de réclamer quelque chose sous l'effet de la faim ou de la peur. On raconte que certains animaux racontent entre eux, enfin par des signes vocaux, quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai d'abord? Moi, je ne saurais pas vous suivre très loin dans cette voie. Les animaux ont des moyens de communication souvent très perfectionnés quand il s'agit des choses qui sont dans le cadre étroit de leur existence. Mais la mère Corneille faisant le récit de ses aventures avec un chasseur assez petit quand elle rentre au nid, ça je n'y crois pas trop. Et le langage? Ça n'est pas ma spécialité du tout. Oui, mais quand même vous avez une idée, non? Là-dessus. Oui, mais ce sont des idées dont il faut se méfier en général. Si ça n'est pas appuyé sur des faits rigoureusement constatés, c'est aux zoologistes spécialistes des signaux animaux de faire la part scientifique dans leurs travaux et non pas à moi. Au moment où vous me décrivez le langage qui a dû avoir lieu entre des hommes préhistoriques de cette époque, c'est un langage concerté, voulu. C'est un langage qui peut répondre à la volonté d'émettre des sons signifiant des choses précises. Est-ce que vous pensez qu'il arrivera un jour où on pourra peut-être essayer de comprendre plus avant la naissance même de ce langage? Je le pense. Je pense qu'on perfectionnera les connaissances. Je ne pense pas qu'on tienne un jour le langage lui-même. C'est exclu. C'est exactement comme nous ne saurons jamais si les Magdaléniens portaient des coiffures de plumes, tout simplement parce que les plumes ont disparu, comme les mots se sont envolés. Et vous pensez qu'un jour, par une... Et comment, à votre avis, on pourrait connaître mieux? Les voies de la science sont souvent impénétrables et on ne peut pas. C'est souvent par des voies, des canaux tout à fait inattendus qu'on arrive à faire une démonstration. Quand j'ai formé mon hypothèse sur le langage en me servant des outils, à première vue, ça ne paraissait pas être une voie qu'on aurait empruntée avec succès. En fait, on arrive très bien à poser avec une probabilité suffisante le parallélisme entre l'évolution de l'outil et celle de la parole. Mais quant à dire, si je savais quelles sont les voies qu'il faudra suivre pour perfectionner et pour développer les hypothèses sur le langage des hommes fossiles, je les emprunterais allègrement. Donc l'homme du langage est un homme qui est encore beaucoup plus ancien, qui est au niveau pratiquement du million d'années avant notre ère. Ça j'en suis persuadé. Il a le langage... Seulement, il ne faut pas se faire d'illusions sur la qualité de ce langage. L'homme, le pithécanthrope, devait pouvoir exprimer ses besoins et communiquer avec ses compatriotes. Il ne se lançait vraisemblablement pas dans de vastes développements philosophiques. Métaphysiques. Ou métaphysiques. Il a la parole, il vit socialement. Oui. Il vit en village ou en bande errante? On n'a pas... l'idée de la horde errante, c'est encore une idée qu'il faut revoir. Revoir ou rayer définitivement? Rayer, ben oui, revoir pour la rayer. Mais je ne suis pas le seul à le penser. Il est certain que la survie dans une nature dont on fait une exploitation directe et destructive du type de la chasse, de la pêche, la survie n'est possible à des primitifs, et ça on le sait parce qu'il y a tout de même eu chez nous des Esquimaux, des Bushmen d'Afrique du Sud, des Australiens qui ont vécu jusqu'à notre époque et dont on connaît bien les mœurs et le mode de vie économique. La vie primitive, la vie en état d'économie primitive, implique une connaissance parfaite du terrain sur lequel on se trouve placé. Et le nomadisme primitif, c'est un nomadisme en circuit.
dans des régions bien déterminées où l'on passe en une saison dans tel coin parce que ça va être le moment où les rennes et les mammouths s'y trouvent, pour aller ensuite planter sa tente à quelques kilomètres de là, dans un endroit où il y a des saumons qui remontent à ce moment. Et puis, toute la vie n'est qu'un circuit dans un périmètre relativement étroit. L'errance est conditionnée par la connaissance parfaite des ressources de chaque. Eh bien, pour autant qu'on puisse se représenter, à travers la vie des primitifs qui ont survécu jusqu'à nous, on ne peut pas survivre dans une région inconnue. Est-ce qu'il vit dans des grottes? L'habitation dans les grottes, c'est encore un problème qui a été revu et qui est à reprendre. Cet homme préhistorique artificiel qui est fait de la superposition en enfilade de plusieurs milliers de générations passe dans l'esprit courant pour avoir vécu dans les cavernes. Or, il suffit de penser au petit nombre de cavernes qui existent en réalité et aux immenses territoires géographiques où il y avait des hommes sans qu'il y ait de cavernes. Comment se défend-il, cet homme préhistorique? Mon Dieu, il n'a pas laissé beaucoup de détails sur ses moyens de défense, mais le problème, c'est toujours de savoir de quel homme préhistorique on parle. Je parle de celui du confin du Tertiaire au début du Quaternaire. Oh, il se défendait certainement avec les poings et les dents, pour une part, avec des massues constituées vraisemblablement par des cornes d'antilope ou des ramures de cervidés. Et on sait très peu sur lui, sinon qu'il devait être suffisamment armé pour avoir survécu et avoir pu mener la vie qu'il a menée. Remarquez, les grands singes sont tout aussi vulnérables que l'homme, les chimpanzés ou les gorilles, et ils survivent très bien. Ils peuvent s'accrocher aux arbres et fuir, non? Oui, mais les jeunes sont menacés par les panthères ou par les autres fauves, mais les adultes sont à l'abri. Comment une créature, même aussi faible par rapport à l'ensemble des autres créatures animales, ait pu résister si longtemps? Les ancêtres lointains de l'homme étaient, par le fait que leurs mains étaient libres et qu'ils avaient la possibilité d'utiliser des outils et des armes, n'étaient pas mis en désavantage par rapport aux autres animaux. Quelle est la vision que vous avez du monde préhistorique? Votre vision personnelle? Ma vision personnelle, encore faudrait-il savoir dans quel champ déterminer, parce que ma vision est assez multiple. Comment vivait l'homme? Eh bien, lorsqu'on parle de l'homme préhistorique, on regarde d'enfilade comme si on était déplacé devant une avenue en perspective. On regarde d'enfilade plusieurs milliers de générations qu'on assimile à l'homme préhistorique. Mais les éléments les plus anciens de cette file ont pu mener des modes de vie différents de ceux que nous connaissons à partir de, disons, 50 000 avant notre ère, où on entre déjà, pour ainsi dire, dans les temps modernes. Et c'est pourquoi la vision sur la vie de l'homme préhistorique ne peut être, quand on le prend au sens le plus général, qu'une vision sommaire ou d'une vision de généralité et de lieu commun. Dire que tous les hommes préhistoriques ont eu en commun de vivre de la chasse, de la pêche et de la cueillette, dire que leurs habitations devaient dans bien des cas être des abris temporaires et qu'ils devaient circuler sur leur terrain de chasse et de pêche en tournant un peu comme tournent encore chez nous les nomades. Ce sont de grandes généralités. Ce qu'on aimerait savoir, le coin de voile qu'on peut toujours souhaiter soulever, c'est la vie privée de ces hommes, des détails sur leur mode de vie. Or, ces détails sont accessibles, au moins pour une partie d'entre eux, à travers des procédés de fouilles extrêmement précis. On arrive à, lorsqu'on dissèque par exemple une ancienne habitation, à retrouver
une partie de l'outillage, la construction du foyer, souvent même en interprétant les traces laissées sur le sol, la matière et la manière dont l'abri était construit. Mais il faudra de longues années avant qu'on puisse éclairer le détail de la vie des hommes préhistoriques.